toutes ces excuses qu'on peut se trouver. Ah oui, mais tu vois là, moi j'ai pas le temps, je fais ci, je fais ça. Bah oui, mais c'est des excuses en fait. Si t'as vraiment envie, tu tentes quoi. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire. La force, ça vient des moments difficiles, je pense. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de secret. Si tu montres pas ce que tu fais, il se passe rien pour toi. Je vaux pas moins bien, en fait. Et si je le sens, si c'est vraiment ce que je veux, c'est possible. C'est vraiment possible. Et est-ce que j'ai autre chose à dire ? Il faut parler devant le micro. Il faut parler dans le micro. Et puis, sinon, c'est tout. Donc, bonjour Agathe Sorlet. Bonjour. Oh non, j'ai rigolé. Comme une débile. Premier truc que t'as fait, c'est. Okay, ce sera, on regardera au montage. Donc, bienvenue sur Nouvelle École. Merci. Donc, Agathe, tu es illustratrice. C'est ça, exactement. Et tu as fait une formation. Je sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs, je dis jamais ça. C'est vrai. Le CV, je déroule le CV, mais tu as fait 2 écoles et tu as fini au Gobelin. C'est ça. Et en fait, tu dessines depuis. Enfin, moi, j'ai vu tes œuvres principalement sur Instagram, où tu es même très suivi maintenant. Je crois que tu t'es lancé il y a un peu plus de 2 ans. C'est ça. Et où tu fais des. J'ai quand même un peu préparé. Oui. Où tu fais des choses en solo. Dans un style assez reconnaissable, mais aussi tu fais des choses avec ta sœur qui s'appelle Lorraine et avec laquelle tu dessines depuis assez longtemps, je crois. Et notamment, vous avez fait, parfois vous travaillez ensemble, vous avez fait une expo dans un. Mais en fait, je te coupe là parce qu'on dessine pas ensemble à 4 mains, mais en tout cas, on va dire qu'on fait des projets ensemble, mais c'est plus en parallèle que. En fait, on dessine jamais sur la même feuille ensemble, en fait. Mais en fait, on est très proches et en fait, c'est comme si c'était un peu ma collaboratrice, tu vois. Vous avez commencé ensemble à dessiner ? Oui, toute petite. Tu vois. Toi, t'as commencé à quel âge à dessiner ? J'ai commencé, franchement, je sais pas, c'est débile, je peux pas savoir parce que ça faisait très longtemps. Je pense que j'irais 5 ans, mais je sais pas. Quand t'avais 5 ans ? Ouais, je pense que quand j'avais 5 ans, j'ai commencé à dessiner. Et qu'est-ce qui fait que t'as continué ? Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est devenu un truc un peu sérieux en fait ? Je pense que en fait c'était un moyen d'expression vachement intéressant et en fait comme j'avais beaucoup de mal à faire plein d'autres choses quand j'étais petite, j'avais du mal à m'exprimer, j'étais très timide avant. Tu veux dire que tu avais du mal à parler par exemple ? J'avais du mal à parler aux autres ou en fait j'étais une très mauvaise élève, j'étais un peu considérée comme j'étais pas très populaire en tout cas. Et en fait le dessin c'est une manière aussi on va dire de se faire accepter. Et par exemple quand je dessinais un petit truc tout le monde te disait c'est trop cool et tout, et du coup j'ai continué parce que déjà j'aimais beaucoup ça et que c'était une manière de communiquer avec le monde en fait qui était assez intéressante. Et comme j'avais plus de mal à communiquer par les mots, c'est pour ça que les interviews me stressent d'ailleurs, c'est que je préfère largement dessiner plutôt que parler. Tu peux, t'inquiète, c'est vraiment on est sûr, c'est pas vraiment une interview de toute façon. Ouais, c'est ça. non, mais j'ai peur il y a que 2 millions de personnes qui écoutent l'épisode. 4 millions. OK, non mais voilà, du coup je préfère dessiner que t'as commencé un peu comme parce que en fait, est-ce que c'est le fait de t'être rendu compte que les gens validaient un peu ça qui t'a donné envie de continuer d'en faire plus ? Ouais, je pense que c'est ça, mais en fait, à la base, avant que je me rende compte que c'était validé par les autres, c'était vraiment plus vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été vachement attirée par le dessin en fait. Dès que j'étais petite, je voyais quelque chose qui était dessiné, je le regardais, il y avait un rapport avec ce que faisaient tes parents ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non, mais du coup, il y avait quand même des BD à la maison. Il y avait notamment, j'ai un peu honte de dire ça, mais je vais quand même le dire parce que c'est très important. Il faut tout dire. Parce qu'en fait, avec ma sœur, du coup, on a vachement grandi ensemble là-dedans. En fait, on s'est, comment dire, en fait, moi, je suis la reine pour passer du coq à l'âne. Donc en fait, on fait souvent ça sur Nouvelle École, t'inquiète pas, vraiment. Du coup, en fait, je vais penser à un truc et puis tout de suite, je vais penser à un autre truc et puis. T'inquiète, mon boulot, c'est d'essayer de me souvenir de ce que t'as dit. J'oublie. En général, j'oublie. En général, je dis attends, je voulais absolument parler de ça, mais non, je me souviens pas. Okay. Mais donc, t'inquiète pas. Et du coup, avec ma sœur, on était fan de Titeuf. Moi aussi, j'étais fan de Titeuf. Okay. C'est la première fois où je me suis vraiment. Tordu de rire devant une BD. Ah, c'est vrai. Bah ouais. C'est trop bien. Je sais plus lequel j'avais, mais ensuite quand j'ai découvert le premier tome que j'ai eu entre les mains, j'ai tout acheté. Et il y avait le premier tome qui était en noir et blanc. Ah oui, je m'en rappelais même pas. Et c'était le plus marrant de tous.
Et bon, voilà, petite intervention. Donc vas-y, continue. T'étais fan de Titeuf? Ouais, j'étais fan de Titeuf. Enfin, je sais pas, ça me faisait trop rire aussi, quoi. Et du coup, en fait, avec ma sœur, on a écrit une lettre à Zep. On était toutes petites. Et en fait, on voulait savoir sa technique, en fait, pour dessiner. Et en fait, je pense que c'est vraiment le point un peu de... Il y a eu un avant, un après, la lettre. Parce que du coup, on a reçu... en fait, ils nous ont envoyé un petit fascicule. Attends, vous l'avez envoyé où, la lettre, du coup? Je sais pas, une adresse, je sais pas, on a trouvé sur Internet. Du genre Glénat ou un truc comme ça? Je me rappelle plus, j'étais vraiment petite. Je me rappelle plus où je l'ai envoyé. En tout cas, il l'a reçu. Après, j'espère que c'est lui qui a vraiment répondu. je croise les doigts, mais peut-être pas. Hein. Tu l'as gardé, la lettre, ou pas? Oui. Et d'ailleurs, c'est ma sœur qui l'a. Elle l'a accroché à son mur avec la dédicace. Et du coup, en fait, dans la lettre, c'est pas vraiment une lettre écrite. Bonjour à Agathe et Lorraine. C'est plus, en fait, ils nous ont envoyé un petit dessin dédicacé. J'ai les cheveux dans les. Désolée. Et du coup, en fait, il nous expliquait sa technique en fait pour dessiner. Et en fait, nous, on connaissait pas, on n'avait jamais pris de cours de dessin, on était toutes petites. Et en fait, il me disait qu'il fallait commencer au crayon et ensuite repasser au feutre. Et ensuite, on pouvait gommer les traits au crayon. Et c'était genre la révolution. Pour nous deux, on était, ouais, mais c'est incroyable comme technique et tout. Et du coup, on a commencé à pratiquer cette technique et ça a donné je sais pas, on était ultra motivés par ça. On a commencé à faire des BD. Vous aviez quel âge quand vous avez envoyé cette lettre? C'est marrant, vous avez un peu fait ce que je fais maintenant, en fait. Ouais. J'invite les gens, je leur dis, mais comment tu fais pour... Ouais, c'est vrai. En fait, ça commence... je pense que c'est un bon début, quoi. C'est bien pour commencer. Donc, s'inspirer de gens, voilà. Et je trouve pas mon vocabulaire. Et donc, du coup, après, on a commencé à faire plein de BD, en fait. Et je pense que... Donc, pour répondre à ta question... mon Dieu. Pour répondre à ta question, je pense que c'était vers... je sais plus, 12 ans, je dirais ça un peu au hasard parce que j'ai pas trop de notion d'espace-temps. Ok. Je vis un peu dans... Et avec ta sœur, vous êtes jumelles, c'est ça? Ouais, d'accord. Jumelles. Voilà. Donc vous avez tout fait ensemble, quoi? Franchement, ouais. Enfin, pas mal de choses, pas tout, heureusement, parce que sinon ça ferait un peu peur quand même. Mais je pense c'est quelque chose d'important dans notre évolution je pense que ça nous a permis vraiment d'aller encore plus loin, en fait. Vous aviez les mêmes centres d'intérêt, je veux dire, mis à part la BD? Ou c'était juste le point de convergence? Non, il y avait des il y avait des trucs en fait, je me rappelle notamment Lorraine était fan d'un groupe japonais, mais complètement fan d'un groupe japonais, mais un peu kawaii, tu vois. Un groupe de musique, kawaii, c'est quoi? C'est avec des filles, c'est ça? Non, c'était avec des mecs en mode kawaii, avec des mèches, super cute, chouchou et tout. Et du coup, en fait, je me rappelle qu'elle était complètement fan de ça, et c'était un peu la première fois que j'étais choquée parce que moi, j'aimais pas du tout, et je comprenais pas pourquoi elle était fan. Donc, elle a même été à des concerts, enfin... Et ouais, ça c'était. Donc il y a quand même des points où on est heureusement, parce que sinon vraiment ça ferait peur et enfin. Parce que vous êtes genre meilleurs potes? Un peu quand même. Enfin je peux pas vraiment dire ça parce que c'est ma sœur, mais en tout cas, c'est la personne qui est la plus proche de moi. Et du coup vous avez commencé. Tu dis ce truc avec Zep, ça a été un genre de déclic. C'est ça. Ça a fait quoi ensuite, en fait? Ensuite en fait ça a pris un déclic dans le sens où ça est devenu un peu plus sérieux, en fait. Je sais pas, on s'est plus professionnalisé entre grosses guillemets. Est-ce que le fait d'avoir reçu une réponse de quelqu'un que vous admiriez, dont vous aimiez le travail, ça a changé quelque chose, ou est-ce que vous vous êtes dit en fait on peut accéder à ça, ou est-ce que ça a réduit la distance? Ouais, un peu. On était super choqués de recevoir la lettre et peut-être qu'il y a de ça. Enfin, j'ai pas trop analysé en fait. Je sais juste que c'est vraiment un point déclic, quoi. Et à ce moment-là, tu te disais déjà, je veux faire une école d'art ou je veux travailler dans l'art? Oui, toujours, depuis le début, en fait. T'as jamais envisagé autre chose? Ouais, j'ai toujours eu le même chemin dans ma tête, jamais un autre. Et du coup, t'as réussi les concours. En fait, tout s'est bien passé, quoi, non? Ah non, tout s'est pas bien passé. Sinon, ça serait trop facile. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé alors? J'ai eu pas mal de désillusions en fait, en gros, donc après le brevet au collège, on peut choisir entre une filière générale, 99% choisissent ça, ou un truc technique. Et du coup, il y avait une école technique que je voulais faire et que je me suis dit, il faut absolument que je m'inscrive à ça après le collège. C'était une école d'art appliqué à Montreuil. Et du coup, j'étais sûre d'être prise parce que j'avais 20 de moyenne en art plastique. Parce que j'étais genre... Wow.
Moi, j'avais 4 de moyenne, je crois. Ouais, j'avais jamais de crayon. J'oubliais toujours mes crayons de couleur. Ah oui. Et j'étais toujours le mec qui disait en cours d'art plastique, excuse-moi, t'as pas un crayon de couleur? Oui. Et tu sais, du coup, j'avais toujours les crayons de couleur pourris, genre, tu sais, les couleurs moches que personne voulait, genre le rose et tout, tu vois. Donc, forcément, je pouvais faire que des trucs nuls. Oui. L'excuse, quoi. Voilà. C'était pas de ma faute. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, pardon. Mais... du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc, ouais, 20 de moyenne, et en même temps, parce que comme je voulais absolument faire ça, je me donnais à 100% dans le cours, j'étais là comme une, alors qu'à tous les autres cours mathématiques, je m'en foutais, je voulais écouter pas le prof, j'avais des... T'avais des mauvaises moyennes dans les autres matières? Non, ça allait, j'avais des moyennes correctes, mais vraiment, c'était plutôt moyen, entre 12 et 13, je pense. Mais si tes parents ils faisaient des choses qui avaient rien à voir, est-ce qu'ils voyaient ça d'un bon oeil, le fait que tu veuilles absolument faire des professions artistiques ou une carrière artistique? Je pense qu'ils se rendaient pas compte, ils s'en foutaient. Ok. Et du coup. Et donc vas-y, j'arrive pas à finir mes... Ouais, parce que j'arrête pas d'interrompre. Non, mais c'est pour ça. C'est moi dans ma tête, c'est pas toi, je te jure. Et du coup, et donc voilà. Après le brevet, donc j'ai postulé pour aller à cette fameuse école technique en art, en fait. Enfin, et donc du coup, bah j'ai pas été prise. J'ai pas été prise. C'est la déception, mais c'était horrible comme moment. Pourquoi t'as pas été prise? Je sais pas. Donc en gros, je t'explique. Donc je sais pas pourquoi ça fait longtemps que c'est un peu flou, mais en même temps c'est marquant comme souvenir. J'étais un peu au milieu de tous mes copains. Mes copains d'école, enfin mes copains entre guillemets, c'était pas tous mes copains, j'aimais pas tout le monde. Et heureusement, je sais pas comme tout le monde. Et du coup on était j'étais dans le hall d'entrée de mon collège, et là je sais pas, c'est à ce moment-là en fait que j'ai découvert que j'ai pas été prise, et c'était un moment horrible parce que tout le monde me regardait et je pleurais en fait, et tout le monde me regardait un peu genre et j'ai eu un moment, je pense que c'est aussi un moment important dans ma vie c'est parce que j'ai eu un espèce de, je pense que c'est à ce moment-là j'ai eu la rage, j'avais tellement le seum, je fais de toute façon, je vais quand même y arriver, quoi qu'il se passe, je vais quand même y arriver. C'est de voir ces gens qui me regardaient et qui disaient ah oui, la pauvre quoi, pauvre fille. Ah, tu l'as vraiment ressenti comme ça? Ouais, ah. Je me sentais trop mal, j'ai eu la rage, je me sentais triste, et c'était injuste parce que du coup ma sœur était prise et pas moi. Ah, ta sœur était prise dans cette école? C'est ça. Parce qu'on avait bien sûr postulé dans la même. Et comment elle gérait le fait que comment t'as géré avec elle? Bah non, moi j'étais très contente pour elle, j'avais pas de jalousie, j'étais contente qu'elle soit prise, mais après je comprenais pas que moi je sois pas prise, sachant qu'on avait presque les mêmes notes, qu'on avait le même bulletin presque, sachant que j'avais un point de plus en art plastique qu'elle. Ça je me rappelle. Et du coup j'ai été voir la proviseure. Du truc qui t'avait pas pris? C'est ça, toute seule, comme une grande, que j'ai été voir. Et je tremblais, bien sûr, j'étais super... T'avais genre 14 ans, en fait. Ouais, oui, 14 ans, finalement, c'est pas si jeune, mais quand je me rappelle de moi, j'étais un bébé, en fait. Ouais, 14 ans, plutôt un bébé, ouais. Plutôt un bébé. Et du coup, j'y ai été, mais j'en menais pas large, en fait, parce que j'étais très triste de pas être prise. Alors, donc tu t'es dit, je suis pas prise, mais ça va pas se passer comme ça, je vais aller voir la proviseure. C'est ça. Ah ouais, excellent. Bah, t'avais quand même du courage. Ah, mais c'était pas possible autre chose pour moi. C'était pas possible. Donc j'ai été voir la proviseure, mais en même temps, j'avais ça, mais en même temps, j'étais très fébrile, j'avais pas un fort caractère, j'étais très timide, donc j'étais toute, je voulais que ça se passe pas comme ça, mais en même temps, j'étais très timide et triste et toute tremblante. Du coup, j'ai été voir la proviseure et du coup j'ai tout de suite pleuré en fait parce que j'ai pas réussi. Ah, c'était une stratégie où tu te disais non pas du tout, pas du tout de stratégie. Non. Parce qu'en fait j'étais trop émue en fait, j'arrivais pas, parce qu'en fait juste le fait de lui dire que j'étais pas prise, ça m'a fait pleurer. Et du coup ça s'est passé comment? Et puis là c'était encore un moment horrible dans ma vie qui m'a marqué. Elle m'a dit mais mademoiselle, vous pourrez faire ça le dimanche pour vos loisirs, pendant vos loisirs. Là j'ai regardé et pour moi c'était pas possible en fait, et je pouvais plus parler parce que j'étais trop en train de pleurer, j'étais trop mal, et en plus elle m'a dit ça, et surtout qu'en plus elle m'écoutait même pas, alors que elle aurait pu écouter le fait que c'était pas logique parce que j'avais des bonnes notes en art plastique, etc. Elle m'a prise un peu pour une je sais pas, pour une petite fille comme ça, voilà, et puis tu feras ça le dimanche. Enfin, ça m'a traumatisée. Alors après, t'en étais où alors une fois que ça avait raté? Et du coup, j'ai été en général,
J'ai fait ES. Mais c'est quand même hyper courageux parce que je pensais que ton histoire allait bien se finir et que t'allais me dire. Non. Et du coup, elle m'a dit, mais rentrez, mademoiselle, on s'est trompé quand je vois votre motivation. Parce que tu sais, t'es genre le bon storytelling qui finit bien. Parce que, en fait, moi, j'ai entendu énormément d'histoires comme ça. Et je pense que quand même, dans la vie, finalement, ça marche quand même relativement souvent. Ce genre de choses, et tout est négociable un peu. Alors parfois ça fonctionne pas, tu vois. Mais j'ai entendu tellement d'histoires. Déjà, j'ai fait 2 écoles sur concours, et dans les 2 écoles, j'ai entendu des histoires de mecs qui avaient genre pas eu le concours, mais qui étaient arrivés, qui avaient négocié, qui avaient réussi à rentrer, ou alors des types qui devaient redoubler, mais qui vraiment, ou alors auraient dû être virés depuis des années parce qu'ils faisaient vraiment rien, mais en fait ils arrivaient toujours à négocier. Et ma mère m'a beaucoup appris ça aussi, parce que ma mère c'était la championne du monde de ça s'est pas passé comme je veux. Ah bon bah alors attends. Et une fois, allez, je sais pas si j'ai le droit de raconter cette histoire, mais je vais quand même la raconter. Pour le bac l'oral de français du bac, en fait je me suis trompé de jour. Oh, mais non. Mais pourquoi? En fait j'étais en première, sachant que j'avais redoublé ma première S. Et donc j'étais parti dans un autre lycée faire ma deuxième première parce que je voulais plus trop que je reste dans le lycée d'avant. Bref, c'était une période moins glorieuse de ma vie. Le jour, enfin, en gros, je révisais mon oral de français et un jour je me lève et je me dis bon bah écoute, pour demain, là c'est bon, il reste toute une journée pour préparer, tu vois. Et je prépare et tout, puis à un moment j'ai une espèce de doute, mais tu sais, genre vraiment je sens mon cœur qui tombe tout au fond, quoi. Et je vais voir et je vois que le bac c'est genre maintenant, tu vois. Oh non. Et je vais voir ma mère et je dis ouais maman, elle me dit bah alors t'es prêt pour demain et tout. Et je dis ouais, mais d'ailleurs j'ai un truc à te dire. En fait le bac c'est aujourd'hui. Et ma mère trop stylée qui prend son téléphone, qui appelle le rectorat ou je sais pas quoi, qui dit ouais mon fils il a eu une crise d'asthme, trop bien, il va mourir, voilà, on vous filera une attestation. Franchement j'espère que c'est pas qu'on va pas tout seul en prison après que je dise ça, tu vois. Et du coup ils m'ont fait repasser le bac en session de rattrapage, tu vois, en septembre ou en novembre, tu vois. Mais enfin il y a toujours des trucs qui se négocient, mais genre même les trucs où tu te dis c'est pas possible, quoi. C'est bon, j'ai raté le bac, je vais redoubler, enfin tu vois. Mais je pense que dans ton histoire, je pense que le fait, si j'avais été peut-être plus sûre de moi à ce moment-là, ou si j'avais eu un adulte qui m'avait accompagné, je pense que ça aurait changé. Je pense que c'est négociable parce que quand tu changerais quoi si tu le refaisais? Tu le ferais comment différemment? J'appellerais un adulte. Je sais pas. Oh, mais toi, t'es adulte maintenant, donc si tu devais refaire la même situation. Ouais, mais c'est-à-dire que j'ai mon âge. Voilà, t'as ton âge. Simulation. Et je suis pas. Ouais, mais du coup, c'est difficile. Enfin, du coup, je suis pas prise à cette école, mais j'ai mon âge. Ouais, ou une situation du même genre, quoi. Je pense que j'essaierais d'y aller, quoi. J'essaierais d'y aller, Mais en fait, moi, j'ai un problème, c'est que quand quelque chose me tient vraiment à cœur, j'ai du mal. Enfin, je suis très sensible, donc je pleure et en fait j'ai du mal à être un peu autoritaire et à dire alors c'est comme ça et comme si. Et du coup, c'est difficile, quoi. Mais je pense que aujourd'hui, ça irait mieux que quand même quand j'avais 14 ans. Mais voilà. Mais parfois pleurer, c'est une assez bonne stratégie. Hein. Enfin, je sais pas, c'est pas très. Contrôler un autre truc qui marche bien, je trouve, c'est d'insister finalement, mais le côté insister poliment. Finalement, tous les gens qui sont passés sur Nouvelle École sont passés grâce à un genre de harcèlement permanent, mais tu sais, sans jamais s'énerver, ni manquer de respect, ni rien, mais juste, tu sais, les gens, ils reçoivent un mail dans leur boîte mail tous les lundis, tu sais, depuis genre 6 mois, au bout d'un moment, ils font, bon, c'est qui ce mec? Je vais répondre. Tu vois? Et, bref, petite parenthèse, et donc ensuite, t'es allé en filière générale, et là, tu te disais quoi? Je me sentais mal parce que j'aimais pas ce que je faisais en fait. Après, c'est une filière générale, donc ça allait, c'était pas comme tout le monde en fait, tout le monde faisait ça, mais je sais pas, je sentais que c'était pas ma place et surtout j'ai fait ES parce que j'étais du coup très nulle en maths, très nulle, assez nulle en français. Du coup, je choisis l'option du milieu, mais qui me convenait pas non plus parce que, je sais pas, j'étais assez éloignée de ça. Et tu dessinais du coup le dimanche comme t'avais dit? Non, je dessinais en cours tout le temps. Ça, en fait, je dessinais pas le dimanche, je dessinais tout le temps en cours. Je faisais je pense que ce qui m'a vachement, ça m'a, permis d'évoluer, évoluer un peu mon style et en fait, j'ai vachement dessiné pour mes copines en fait. Tu sais, on envoie toujours des mots quand on est au lycée. Enfin, je sais pas, non. Toujours. Ouais, peut-être. Non, on va dire que oui. Ok, je sais pas. Moi, je faisais tout le temps ça avec mes copines, on s'envoyait des mots. Ok, non. Ouais, c'est peut-être. Des petits mots pliés que tu mets dans la trousse, tu vois. Ouais. Non. Peut-être, ouais. Ouais. Ok. Disons que non, mais c'est peut-être que c'est un truc de fille, ouais, je sais pas. Ouais, bon.
truc de fille. Et du coup, je faisais au lieu d'écrire, parce que souvent on écrit des petits mots, moi je dessinais. Et j'envoyais ça à mes copines qui se marraient en fait. Je faisais des dessins du prof, j'inventais des histoires, des trucs un peu comiques et en fait je faisais marrer mes copines comme ça. Et pendant pas pendant tout, mais une majeure partie des cours, je faisais ça plutôt que d'écouter les. Et ça te créait pas de problème? Bah ça allait parce que j'arrivais quand même à parfois être sérieuse. Donc en fait je choisissais mes moments. Voilà. Comment tu choisissais tes moments? Bah je sais pas, quand il y avait un petit moment de latence. Un petit moment de latence, le prof disait des choses qui étaient inintéressantes ou je ne sais quoi, ou je sais pas. Et tu te disais toujours, quoi qu'il arrive, quand je sors du bac, je vais faire une formation. Ah oui, bien sûr. Alors j'étais remontée comme un coucou, quoi. Et là, t'étais différente du coup parce que du coup t'as passé des concours pour entrer dans une école qui s'appelle Lisa. Voilà, Lisa, ouais. C'est ça. C'est l'acronyme qui veut dire quoi déjà? L'Institut, je sais plus. Des arts appliqués. Supérieur des arts appliqués, voilà, c'est ça. et là, du coup, pour le concours, t'étais genre ultra préparé, ultra. En fait, je pense que j'ai tellement eu de bâtons dans les roues que en fait ça m'a donné encore plus de force en fait. Ça m'a donné vraiment un peu la rage en fait. À partir du moment justement où tout le monde me regardait pleurer, là ça m'a vraiment donné la rage et vraiment l'envie d'y arriver. Mais je le fais rapidement parce que j'ai l'impression qu'on va parler que de l'école. Parce que en gros, en fait, t'as l'impression qu'on va parler que de l'école? Non, parce que du coup, c'est long ce moment en fait, c'est le moment où j'y arrive pas, il est long avant que j'y arrive. Mais c'est bien, c'est intéressant, non? Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Bah ouais, c'est plus intéressant même. Après, les parties difficiles sont souvent plus intéressantes que les parties où les gens tout leur réussissent. Ouais, ouais. Alors oui, après, non, oui, c'est vrai, t'as raison. Et après, j'ai fait 10 millions de dollars. Ouais, et après, machin, 10 millions de vues. Et du coup, et en fait, je suis pas après le bac, j'ai eu mon bac, un peu de justesse, je crois, mention assez bien. Et donc, en fait, tu peux faire une mana qui est une remise à niveau. Ouais. Pour ensuite pouvoir avoir un BTS, faire un BTS en graphic design. Ça, j'arrive pas à parler, j'ai honte. Donc, en gros, je voulais faire une remise à niveau pour rattraper le retard, parce qu'en fait, quand tu fais un bac général, et ben du coup, faut que tu fasses une mana pour ensuite intégrer un BTS. Voilà. Et un BTS en graphisme. Et du coup, et en fait, bien sûr, j'ai pas été prise. Parce qu'en fait, c'est sur dossier. Donc en fait, comme j'avais des notes moyennes, ils s'en foutent de si t'es passionné ou si t'as envie de dessiner. En fait, c'est juste sur dossier. Juste si t'as une bonne moyenne. Il y a aucun entretien avec toi. Non, il n'y en a pas. Aucun. Il y a pas de. Ce qui paraît pas spécialement smart comme processus de recrutement. Exactement. Un peu débile. Et du coup, j'ai pas été prise. Et là, encore une fois, horrible, ma meilleure amie a été prise. C'est toujours des trucs, les gens sont pris et pas moi. Oh là là. Bref. Et donc, du coup, là, c'était. Là, t'en étais où, là, psychologiquement? Et là, j'étais mal, mais j'étais encore, j'avais encore envie d'y arriver, quoi. Je me suis dit, non, c'est pas possible, je vais y arriver, je vais finir par y arriver. Qu'est-ce qui faisait, à ton avis, que tu lâchais pas l'affaire? Bah, c'est parce que pour moi, c'était trop évident. C'était beaucoup trop évident, le dessin, en fait. C'était trop évident de faire ça, de faire ça professionnellement, je voyais pas d'autres options. Et puis j'y réfléchissais même pas, je disais même pas, ah tiens, je vais peut-être faire ça, en fait, c'était même pas conscientisé, c'était quelque chose de très naturel, quoi. En fait, tu voyais ça juste comme des genres de ralentissement. Des choses qui te ralentissaient vers ton objectif, mais tu ne voyais pas changer d'objectif. Jamais. Mais je me disais pas ça comme ça parce que je me le disais pas dans ma tête. C'était très naturel. Ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais, là on rationalise à posteriori, mais on fait. Mais c'est le but de ce podcast. On fait que ça. Expliquer des choses que tu n'as jamais théorisées en vrai, tu sais. Oui, alors je m'étais dit. Oui, alors que quand j'avais 10 ans, je m'étais dit que là, c'est ça, une théorie de malade, mais en fait pas du tout. Et donc alors après ça, du coup, alors là, elle a l'enfer. Et là, je suis contente de pouvoir certaines personnes puissent m'écouter parce que je vais mettre en garde. En gros, faute de mieux, j'ai été à la fac art plastique à Sorbonne et là c'était l'enfer. J'ai vécu l'enfer parce que c'était tout, mais c'était l'inverse de ce que je voulais. C'est-à-dire que c'était des gens qui faisaient des performances étranges. C'était tous des gens un peu paumés, drogués. En fait, moi, j'étais tellement pas comme ça. J'étais pas j'avais pas du tout envie d'être dans ce milieu de gens un peu perdus, un peu paumés, parce que et puis même les cours, en fait, c'était que des théories un peu fumeuses et tout le monde faisait des trucs, des performances et bon bref, peut-être que je suis un peu. Comment t'expliques que ça ait ramené ces gens à cet endroit?
Parce qu'en fait, tous les gens qui étaient là, en fait, c'était des gens qui avaient tenté les grandes écoles d'art et qui n'avaient pas été pris, en fait. Ou la Mana, ou comme moi, ou en fait, c'était des gens qui étaient un peu, tout le monde. En fait, la première année, quand je suis arrivée, je me suis fait des amis. Et tout le monde disait autour de moi, mes potes me disaient, tout le monde était dans la même atmosphère. Ils disaient tous, ouais, mais je vais arrêter, je vais trouver autre chose. Tout le monde voulait arrêter, en fait. Personne ne voulait continuer jusqu'au master. Tout le monde voulait arrêter la fac d'art plastique. Oui, c'est ça, la fac d'art plastique. C'est un mauvais signe. Oui, mais en fait, j'ai envie de nuancer mes propos parce que j'ai peur que les gens prennent mal, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent aimer la fac d'art plastique. Ouais, mais globalement, ce que je me dis maintenant, c'est que si tu fais attention à blesser personne, tu peux plus rien dire, quoi. Donc c'est ça, mais en fait, parfois je suis un peu comme ça et j'ai peur de. Non, mais c'est pas. Les gens qui écoutent Nouvelle École sont hyper sympas. Okay. Sauf une personne, mais. Ah, c'est qui? Non, c'est pas. C'est toi. C'est moi, ouais, c'est clair. Et du coup, et voilà. Et en fait, j'avais 19 ans et je pense que c'était l'une des périodes les plus difficiles dans ma vie parce que du coup, j'avais eu quand même pas mal de bâtons dans les roues et là c'était un peu j'étais un peu quand même fatiguée, quoi. Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire, en fait, qu'est-ce que je vais faire de moi, comment je vais y arriver, quoi. À ce moment-là t'étais un peu déprimée. Ouais, non, c'était le moment où j'étais un peu déprimée. Ouais, j'étais un peu déprimée, j'avais perdu un peu l'énergie d'espoir, quoi. J'ai eu une période un peu, peut-être quelques mois où quand j'étais à la fac, ça a duré, je pense que en fait je me suis cassée au bout de 6 mois, je crois. Je me suis cassée. T'as quitté la fac? J'ai quitté, j'ai pu retourner. Tu savais, tu l'as quitté parce que t'en pouvais plus? Ouais, j'en pouvais plus et je voulais trouver autre chose. Et tu savais, t'avais déjà une idée de ce que tu voulais faire à la place de la fac? En fait, quand j'ai quitté la fac, c'était encore flou parce que bien sûr, en fait, je savais exactement ce que je voulais. Je voulais faire une école de graphisme, en fait. Je voulais faire une école de graphisme. Je savais ce que je voulais faire, mais je savais pas comment, parce que du coup, c'était un peu difficile d'intégrer une Mana. C'était même impossible maintenant dans mon cas, là, désespéré, 6 mois de fac. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est super dur. Et en même temps, c'était flou parce que je savais pas vraiment à quelle école postuler, etc. Et du coup, j'ai trouvé et j'avais juste envie de parler de ça. Je sais pas pourquoi j'ai absolument envie de parler de ça sur la fac. Parlons de ça. Non, mais on peut parler de ce qu'on veut vraiment. Mais en fait, avant de finir l'histoire, c'est pour revenir à la fac art plastique. Je veux juste parler de ça parce que c'est important. Qu'en fait, au début, c'est pour ça que je suis partie au bout de 6 mois, parce que peut-être que j'aurais réussi si j'avais gardé mes amis complices, où on me disait ah oui, on se regardait en cours quand il y avait des choses bizarres et que il y avait cette complicité qui disait ah non, en fait ils sont fous et moi je suis normale. Je serais peut-être restée plus longtemps, mais en fait, petit à petit, je voyais les amis autour de moi. Comment dire, totalement rentré dans le truc, quoi. Et moi j'étais tout le temps en cours, on passait des vidéos, mais vraiment après voilà, chacun ses trucs. En tout cas moi c'est pas mon truc, des vidéos de performance trop bizarres où les gens sont à moitié nus, ils ont des masques de trolls et ça me met un peu mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire, enfin. Ouais. Et du coup et j'avais ces regards d'amis qui comment expliquer, qui me disait non, oui Agathe, t'inquiète, on se regardait un peu genre ah oui, c'est un peu bizarre. Et en fait petit à petit, en fait il y avait plus ces regards et en fait je me suis sentie vraiment seule et en fait c'est pour ça que ça m'a rendue triste, parce que je me sentais t'étais pas au bon endroit, quoi. Seule au monde, pas au bon endroit. Et donc voilà, je suis partie. Il y a un truc qui t'a fait partir? Il y a un moment où tu t'es dit bon allez je pars, ou je réfléchis, je suis pas sûre. Je pense que c'était un peu petit à petit. Je pense que en fait ça s'est fait un peu genre je venais presque plus en cours et à un moment je suis plus venue, quoi. Tu vois. Voilà. Et donc nous allons passer à une période peut-être un peu plus. Passons à la suite du CV. C'est marrant, t'as vraiment pris chronologiquement, quoi. Ouais, mais c'est bien. Ouais, j'avoue, je sais pas. Et donc parce qu'à ce moment-là, t'es sorti, tu savais pas ce que t'allais faire, en quelque sorte. Ouais, non, je savais je savais toujours ce que je voulais faire, mais je savais pas comment le faire. Ok. C'est différent. Et du coup, t'as fait quoi, du coup? Et donc du coup, je sais plus comment j'ai découvert cette école, Lisa. Je sais plus, je me baladais. Je crois que je me baladais sur internet et j'ai vu un shooting photo d'élèves ça avait l'air trop cool, tu vois. Ça devait être un truc comme ça, tu vois. Et je me suis dit ah tiens Lisa, ça a l'air cool. Et donc du coup j'ai postulé à cette école. Et en fait je voulais absolument pas faire la remise à niveau, parce qu'en fait non, il y a pas une remise à niveau, mais il y a une prépa. Et je voulais pas faire la prépa, je voulais rentrer directement en première année, parce que je me disais j'ai déjà loupé 1 an, j'ai pas envie de. T'avais l'impression d'être en retard? Ouais, j'avais envie d'y aller direct, quoi. Et du coup j'ai été prise en première année. Comment ça se fait? Parce que là, cette fois-ci, la première fois depuis le début de ma scolarité, en fait, il y a quelqu'un j'ai eu un vrai entretien, j'ai montré mes dessins.
Ah, donc c'était la première fois que tu avais un entretien. C'est ça, première fois. Et du coup, tu as pu... comment t'expliques que ça a été comment t'expliques que ça a été déterminant? Bah parce que j'avais vraiment préparé, j'avais tout donné en fait, j'avais mis tous mes dessins dans un portfolio magnifique, super bien et en fait je pense que j'étais très motivée, donc il l'a vu, tu vois, c'était le directeur, il l'a senti et du coup il m'a dit bah bingo, t'es prise en première année. Voilà. Ouais, parce qu'en fait c'est compliqué de jauger de la motivation des gens si tu les vois pas en vrai parfois, quoi. Ouais. En plus, il y a des gens qui ont... Mais c'est compliqué parce que c'est difficile de construire un système d'évaluation qui soit pas biaisé, tu vois. Parce qu'il y a aussi le syndrome de... tu fais des entretiens et t'as des gens qui arrivent en entretien mais qui se décomposent, tu vois. Ou t'as des jurys qui sont pas sympas, tu vois, aussi. T'as des jurys qui vont bâcher les élèves ou qui... moi, j'étais tombé sur un... J'avais passé le concours de l'EM Lyon, qui est une école de commerce. Et j'étais vraiment tombé sur good cop, bad cop, quoi. Là, c'était trop bizarre. Genre, il y avait un des mecs qui me démontait et l'autre qui était là, non, mais on t'aime bien. Tout, tu vois. Et j'avais complètement. C'était déstabilisant, du coup. Ouais, c'était super déstabilisant. Et j'avais vachement bien réussi tous mes autres concours, tu vois. Mais j'avais raté ça. Ah oui, à cause de ça. Ouais, bah non, peut-être que les mecs me trouvaient pas assez bon, tu vois. Mais il y avait un côté. J'avais pas non plus l'impression d'être dans des dispositions normales, tu vois. C'était comme si on mettait une pression supplémentaire qui était pas requise, tu vois. Ouais. Mais c'est intéressant dans ton cas que à partir du moment où on te donnait ta chance un peu en présentiel, t'es réussi à passer. Ouais. Bah après, je pense que c'est aussi, il y a beaucoup d'aléatoires. Hein, ça dépend de sur qui tu tombes. Je pense que c'est un peu de chance et c'est beaucoup de. Enfin, je pense que j'ai eu de la chance, quoi, aussi, quoi. Je suis tombée sur une personne qui aimait bien aussi ce que je faisais, qui a senti que j'étais motivée. Et comme tu dis, il y a parfois tu passes des entretiens, tu tombes sur des mecs mal lunés, ils sont mal réveillés, ils ont pas dormi. Enfin là, si c'est le directeur, il y a quand même peu de ou alors vraiment t'es dans une mauvaise école, quoi. Normalement, le directeur il est concerné, non, j'imagine. Non, mais c'est sûr. Après, bon. Ouais. Après, je sais pas, il aurait pu aussi être dans un mauvais jour. Je sais pas. Et à partir de là, ça a changé un truc dans ta tête ou pas? Bah, à partir de là, du coup, je me suis vraiment, j'ai commencé à vraiment apprendre ce que je voulais, en fait, tous les logiciels à la suite Adobe. J'avais envie de faire des choses concrètes, en fait. J'avais envie de... T'avais pas commencé à le faire avant d'être dans l'école? Non. Tu penses que t'aurais pu ou pas? J'aurais pu. Clairement, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait du tout. J'ai juste, avant cette école, je faisais tous mes dessins à l'aquarelle, au crayon à papier, etc. Et puis là, en fait, ça m'a donné un aspect beaucoup plus digital. C'est le pire mot. C'est horrible. Ah non, arrête. Digital. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc après les Gobelins. Donc là, c'est l'apothéose de. Mais là, il fallait repasser un concours, non? Ouais. Bah oui, les Gobelins, c'est genre la meilleure école. Bah, vif, hein. Non, mais c'est pas pour... Non, c'est vraiment une très bonne école. Parce qu'il y a des écoles qui se jouent sur leur réputation, justement, d'être des bonnes écoles. Mais les Gobelins, c'est une très bonne école, Tu veux dire que t'apprends beaucoup à l'intérieur? Ouais, t'apprends vraiment, en fait. C'est juste, en fait, c'est exactement ce qu'il me fallait, en fait. C'est vraiment des professionnels qui arrivent et c'est pas des profs, qui connaissent pas la réalité, en fait. C'est des gens qui travaillent vraiment, qui arrivent et qui te disent, qui te délivrent un vrai savoir, en fait, Et tu dirais que c'est en général des bons pédagogues, parce qu'il y a quand même un risque, j'ai l'impression, c'est que parfois moi je me suis beaucoup plaint, quand j'étais dans la première école que j'ai faite, que les gens soient tous plus ou moins des théoriciens. Et en fait, n'aient aucune expérience concrète. Et j'arrêtais pas, parce que je suis un peu un rageux, en fait. Donc, je disais, ouais, mais ils y connaissaient rien et tout. Et ensuite, je suis arrivé dans une autre école où là, il y avait beaucoup plus de professionnels, du coup, mais qui, du coup, étaient de très mauvais pédagogues, je trouvais, pour la plupart. Donc, c'était des bons pédagogues? Parce que c'est deux choses vraiment différentes, quoi. Ouais, t'as raison, hein. C'est vrai que t'as raison. Je pense qu'après, il y a une sélection, hein. Il y a une sélection, après, tous n'étaient pas des pédagogues merveilleux. Mais en tout cas, ça allait, quoi. En tout cas, c'était beaucoup plus intéressant que de plein de profs que j'ai eus, qui étaient censés être profs et pédagogues et qui étaient beaucoup moins pédagogues qu'eux. Et c'était quel genre d'enseignement? C'était très pratique, en fait? Ouais, c'était extrêmement pratique. En fait, c'était à chaque fois des sujets, en fait, des vrais sujets. Et en gros, il disait de réaliser un motion design, une animation. Sur le sujet, en fait, sur le sujet qui existe, en fait, il y avait des professionnels qui venaient et en fait qui exposaient, en fait, et
qui est exposé là. Putain, j'arrive pas à parler. L'avantage quand c'est pratique, c'est que ça te permet de voir assez rapidement ce que t'aimes faire et ce que t'aimes pas faire. Et ouais, j'ai l'impression que le gros problème avec l'enseignement qui est full théorique, que notamment j'ai eu en grosse partie, c'est qu'en fait tu sais jamais ce que t'aimes faire puisque t'as jamais rien fait. Et en fait, donc tu sais rien faire, mais vraiment tu sais rien faire parce que t'apprends rien en juste apprenant de la théorie, parce que c'est pas parce que mais ça marche vraiment dans tout quasiment, quoi. Sauf si tu veux faire de la recherche, mais qui fait de la recherche? Et je veux dire, il y a les chercheurs, quoi. Mais c'était pas un tacle, hein. C'était pas un tacle. Et mais dès que tu commences à faire des choses, en fait, tu te rends compte hyper vite de ce que t'aimes bien faire et de ce que t'aimes pas faire. Et en fait, ce que je me disais après avoir fait des études de 6 ans où j'ai donc rien fait, c'est en fait pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé à faire des trucs, tu vois? Et toi, est-ce que tu as eu le sentiment justement que ça te permettait d'éliminer des choses comme ça? Ouais, je pense. Après, c'est aussi parce que toi, tes études, c'était tu savais avant de les faire que ça allait être théorique, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais à l'époque, je réfléchissais pas comme ça. Je me disais juste, je vais faire des grandes écoles avec un grand nom. Non, mais vraiment en plus. Ouais. J'étais plus en stratégie d'évacuation j'étais en province en fait, et j'avais une stratégie d'évacuation de la province qui passait par des écoles. Tu vois? Ouais. Et non, mais moi je savais à la base que je voulais pas du tout, je voulais vraiment des choses techniques, je le savais en fait. Donc j'ai été vers ça en fait. Et mais en même temps, j'ai été vers ça en fait, tout mon parcours c'est assez naturel, comme toi, j'ai pas forcément vraiment réfléchi. Alors attends, il va se passer ça et ça, juste ça a été assez intuitif. Je sais pas si ça se dit. Ça se dit absolument. Tout se dit en fait. Tu peux inventer des mots ici, non? C'est ça, tout se dit. Et du coup, putain merde, j'ai oublié. Et après, et voilà, donc j'ai oublié ce que je voulais dire. Attends. Oh, merde. Non, mais t'inquiète pas, regarde, je suis un professionnel. On va repartir. Attends, parce qu'en plus j'avais vraiment un truc à dire. Vas-y, je te laisse réfléchir. Moi, pour l'instant, j'essaie de retrouver un peu le fil aussi. C'est marrant, j'ai oublié. J'avais vraiment un truc important à dire. Bah là, on parlait de ton parcours, de l'évacuation de la province. Non, de faire des choses de manière pratique. Et ouais, tu penses que c'était déterminant, les Gobelins? Ou que c'était oui. Dans ce que tu fais maintenant, par exemple? Oui, carrément. Pourquoi? C'était... je pourrais pas vraiment dire pourquoi. J'essaie de réfléchir pourquoi, mais... Déjà, en fait, ça donne vachement de motivation, quoi, parce que tu vois des gens vraiment passionnés, t'es dans un environnement génial, en fait, pour apprendre, t'es super bien entouré. En fait, j'ai souvent cette métaphore. J'ai l'impression que peut-être tous les étudiants, ils sont vraiment traités comme des petits poussins. En fait, on a exactement, on est bien traités, quoi. Ça fait ça, on a les bons matériaux. Enfin, quand on veut faire un projet, on a le bon matos, on ne galère pas en fait, on est vraiment bien chouchouté, quoi. Donc je dirais que, enfin je sais pas, ça m'a vachement. Et puis en plus c'est bête, hein, mais de faire les Gobelins, c'est pas bête, mais justement ça, en fait, ça t'ouvre beaucoup de portes. C'est sûr. Ça t'ouvre beaucoup de portes. Tu veux dire concrètement, ou est-ce que c'est aussi psychologique? Ah oui, ça c'est une bonne question. Ça te donne de la confiance. Du coup c'est psychologique, la confiance, mais bien sûr après. Tu peux couper ce moment. Non, celui-là, je devais le laisser quand même. Non, pas forcément. Oui, donc, ce que je voulais dire, c'est est-ce que tu penses que ça a cassé des barrières mentales pour toi? Bah oui, ouais. Bah ça donne confiance parce que là, cette fois-ci, j'avais vraiment réussi à rentrer dans une école, enfin, tu vois. Et puis, enfin, ce qui est drôle, c'est que j'habitais à l'époque dans le 13e arrondissement avant d'être pris à Gobelins. C'est ça qui est drôle? Ouais, non, c'est pas ça. C'est la suite qui est drôle. Attendez, vous allez rigoler. Enfin, non, c'est pas rigolo, en fait. C'est une expression de dire c'est drôle. Et du coup, ah non, c'est bon, j'arrive pas. Non, vas-y, du coup. Concentration. Et du coup, en fait, je passais tout le temps, je faisais mes courses à Carrefour. C'est toi qui te marres. Oui, c'est pas drôle. Et je faisais mes courses à Carrefour et c'était juste à côté, c'était dans la même rue que les Gobelins, l'école.
Et du coup, je passais tout le temps genre super timide devant les étudiants en me disant c'est tellement bien si un jour je pouvais faire partie de cette école, etc. Et ça me fait rire parce que du coup je passais vraiment très fréquemment devant et je me disais mais jamais je serais prise, c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop bien. Et en fait j'ai été prise. Mais ça me parle beaucoup parce que quand je voulais rentrer c'était à Sciences Po Grenoble, donc j'avais raté le concours et j'étais à la fac qui était vraiment à 20 mètres de Sciences Po Grenoble. Et tous les jours pour aller à la fac je passais devant. Et tous les jours je me disais là j'ai raté, je suis trop nul et tout, mais j'aimerais trop y aller, tu vois. Et souvent j'allais dans Sciences Po Grenoble et je me disais putain ce serait trop cool d'être avec ces gens, ils ont l'air trop intelligents, ils doivent être trop forts et tout, mais je l'aurais pas et tout. Et ça me parle bien parce qu'après je l'ai eu et après j'étais là enfin ça va quoi, tu vois, les gens ils sont normaux et tout. Mais moi je pense que pour le coup ça a énormément cassé des barrières de réussir les études, parce que à chaque fois ça a cassé la distance, un peu comme je sais pas, mettons rencontrer des gens connus sur le podcast, tu vois. Chaque fois ça casse la distance que je me mets naturellement on n'est pas pareil, et je me dis mais en fait si, tu vois, c'est carrément. Et voilà, c'était mon intervention. Non, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, je le ressens beaucoup aussi, que plus le temps je me rappelle avant je rencontrais des gens, j'avais toujours l'impression d'être trop nulle par rapport à tout le monde en fait, et j'ai l'impression d'être toute petite et je savais rien. Et maintenant en fait plus le temps avance et plus je me dis mais en fait les gens ils sont comme toi en fait, tout le monde est comme toi, c'est juste que à un moment ils ont eu confiance, à un moment ils se sont dit moi je peux y arriver, et en fait il faut juste le dire en fait. Si tu te dis moi je peux y arriver, ça marche en fait. La personne qui a la place la plus haut placée, il y a rien de différent, Ouais, c'est ça en fait, et puis même tu te rends compte vraiment que tous les gens qui soient pas connus ou genre hyper connus, etc., ils ont tous des énormes comme toi t'as tes failles, tes faiblesses, ils les ont tous aussi quoi. Et vraiment genre parfois elles sont énormes, mais en fait c'est pas pour leurs failles ou leurs faiblesses qu'ils sont reconnus, c'est pour leur force, tu vois. Donc ça crée une genre de oui, mais la force vient des failles. Ça je pense beaucoup. Non, comment ça se traduit pour toi alors? Je sais pas, genre par exemple, donnons l'exemple de mes études un peu chaotiques, ça m'a donné beaucoup de force, tu vois. Et je pense que ça pourrait être considéré comme une faiblesse un peu d'avoir raté des choses comme ça dans son parcours scolaire. Mais en fait ça m'a donné beaucoup je pense que ça apprend en fait beaucoup, hein. Quand il se passe des choses difficiles, c'est là où tu apprends le plus, et ça nourrit ensuite ta future force. La force, ça vient des moments difficiles, je pense. Tu dirais que du coup, t'es plus résistante maintenant, ou plus résiliente face aux difficultés, ou oui, carrément. Ça te met moins la pression, par exemple? Je pense, je pourrais pas dire précisément qu'est-ce que ça a donné, mais moi, je suis sûre, mais dans plein de choses, que les moments difficiles, les failles, les faiblesses, et puis même, ça nourrit, par exemple, la créativité. Si tous les gens qui créent, tu vois, si t'étais tout beau, tout bien, je suis un beau bébé, machin, et j'ai une belle petite fille, et du coup il se passerait, ça serait assez plat, tu vois ce que je veux dire. Je pense que les moments un peu trash, tu vois, c'est ça, c'est dans ces fausses qu'il se passe des choses, quoi. Ouais, j'ai l'impression de puiser, dès que je crée un truc, de puiser en fait toujours dans les mêmes choses difficiles qui se sont passées il y a quelques mois. T'as l'impression? Ouais, j'ai l'impression de creuser beaucoup plus dans les trucs difficiles que dans les trucs joyeux, parce que déjà on fait moins gaffe aux trucs joyeux, je crois. Tu sais, quand t'es heureux tu fais pas gaffe, et quand t'es malheureux tu fais oh là là, j'étais tellement heureux à ce moment-là. Et je me demandais comment tu penses que les gens qui ont pas les gobelins, ou qui sont je sais pas trop vieux pour le faire, ou mais qui ont envie de dessiner, mettons, comment est-ce que tu peux faire pour tenter de recréer un environnement stimulant? Parce que tu parlais par exemple du fait d'être avec des gens passionnés, tu vois. Et je me demande, il y a des gens qui vont pas pouvoir faire les gobelins, tu vois. Et comment tu fais à ce moment-là pour quand même, si t'as envie quand même de faire, je sais pas, carrière, ou en tout cas de développer ton talent artistique, pour te créer un genre d'environnement similaire, tu ferais quoi, toi? C'est compliqué comme question, mais je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut essayer de se rapprocher au maximum des gens qui t'inspirent le plus, en fait. Tu vois, par exemple, juste d'écrire la lettre à Zep, d'essayer de se dire moi aussi, je vaux pas moins bien, en fait. Et si je le sens, si c'est vraiment ce que je veux, si s'accrocher, en fait, parce que c'est possible, c'est vraiment possible. Et c'est pas il faut juste s'accrocher, essayer de s'entourer. Après je sais pas, parce que c'est assez flou ce que je dis, essayer de s'entourer des gens, par exemple il faudrait s'entourer de gens qui comme toi essayent de dessiner, de
de créer des choses? Après, je pense que, par exemple, tu vois, moi, je publie. En fait, il y a eu aussi, ce qui a changé beaucoup pour moi, c'est depuis le moment où j'ai vraiment publié mon travail sur Internet. Tu vois. Ah, intéressant ça. Ça, c'est vraiment ça. À quel moment t'as commencé à faire ça? Donc, c'était, en fait, c'est marrant parce que c'était encore un moment un peu difficile pour moi. Pourquoi? Parce que j'étais à Londres, un peu perdue. J'avais été virée de. J'étais fille au père, j'étais virée de la maison. Enfin, c'était un peu un moment un peu chaotique, tu vois. Pourquoi t'as été virée de la maison? Ah là là, la question. En fait, ils m'ont virée parce que, en fait, leur explication, mais qui est fausse, c'était juste une excuse pour me virer, mais c'était pas la vraie raison parce qu'on vire pas quelqu'un pour ça. C'est que j'avais pas passé l'aspirateur dans ma chambre quand je suis partie en week-end. C'était ça l'excuse de me virer. Mais je pense que, en fait, ça se passait juste mal, tu vois. C'était leur première fille au père. Et je pense que, enfin, je sais pas, on n'avait pas de feeling, quoi. C'était un peu bizarre. Je me sentais très étrangère à eux. Les enfants me regardaient tout le temps avec des énormes yeux comme ça, globuleux, parce que je savais pas très bien parler anglais et que ils avaient pas l'habitude, en fait. Mais t'étais partie là-bas pour travailler? Apprendre l'anglais. Après les Gobelins. Et tu parles anglais maintenant? Un peu. C'est vrai que du coup, vu que tu t'es fait virer, ça, t'es rentré ensuite ou pas? Non. Ok, d'accord. Je me suis pas dégonflée. Et c'est là que t'as commencé à publier sur Internet? Et ouais, c'est à ce moment-là, un peu à Londres, où en fait, j'avais pas vraiment tout était un peu flou dans ma vie. J'étais à Londres, je savais pas vraiment qu'est-ce que j'allais faire. J'étais fille au père, c'était pas vraiment le métier que j'allais faire plus tard. Mais du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à publier sur Instagram. Et là, ça a vraiment eu un changement. Et du coup, ce que je conseillerais aux gens qui ne peuvent pas faire d'école, etc., c'est par exemple déjà le fait de publier fréquemment, quotidiennement, et de partager son travail, c'est vraiment une source de motivation énorme, en fait, parce que t'as des retours, et puis en fait, moi, comme je te disais au début du podcast, j'ai commencé à dessiner parce que j'aime le fait, c'est ma manière de communiquer la plus facile pour moi, le dessin, tu vois. Donc en fait, ça répondait exactement au pourquoi du comment je dessine, c'est-à-dire de partager avec les autres, tu vois. Et donc du coup, c'était super motivant pour moi, et je pense que je conseillerais ça aux gens, en fait. Je conseillerais c'est vachement motivant, en fait, de faire ça tous les jours, et en plus ça t'apprend beaucoup aussi, parce que tu le fais, en fait, c'est du travail, tu dessines tout le temps, tu vois. Et tu te disais pas t'avais pas peur de partager en te disant qu'est-ce que les gens vont en penser? Mais au début, au début, j'ai vraiment hésité, hein. Je me suis dit, mais attends, est-ce que ça vaut le coup? C'est super difficile parce que on n'a pas confiance, on n'est pas de façon innée avec une confiance en soi, tu vois. Donc j'étais là et je me disais, en fait, je mettais des restrictions dans ma tête, mais de trop débile, genre ah oui, du coup parce qu'en fait j'avais peur que ça soit moche ou pas, enfin j'avais un peu peur de publier, donc en fait je m'étais fait des restrictions. Je me disais oui, alors je vais publier que des choses en noir et blanc pour donner une uniformité, pour que ça soit moins moche, alors que c'est con, tu vois. Enfin. Ah oui, tu t'étais dit alors que t'aurais dû faire quoi? Mais finalement, t'as pas publié en noir et blanc au début? Non, pas du tout. Mais je l'ai pas fait. Mais au début, avant de publier, j'avais réfléchi. Je me disais, oui, alors du coup, qu'est-ce que ça pourrait donner un peu, tu vois, l'ensemble, pour pas que ça soit trop. Tu t'essayais de penser au truc dans son ensemble, en fait, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas un truc qu'on fait souvent quand on débute, du genre, tu trouves des excuses pour empêcher de commencer parce que tu imagines ton œuvre en grand, tu sais, et tu veux construire ta pyramide, mais tu veux pas commencer par mettre les petites pierres en dessous. Voilà, c'est ça. Tu veux direct arriver avec la pyramide, en fait. Oui, je comprends ça, mais moi c'était pas la pyramide. Je pense que c'était juste, je pensais pas que ça allait donner ça. Hein. Je pensais pas que ça allait vraiment marcher. Au début, je me disais juste, ah bah tiens, je veux juste pas que ce soit trop moche. Si j'ai 3 abonnés, ça sera moins. Enfin, j'étais pas en mode grande pyramide énorme. J'avais pas une ambition comme ça. Je pensais pas que ça allait donner ça. Qu'est-ce qui fait que tu t'es décidé finalement? J'ai eu de la chance parce que j'ai des gens il y a des gens qui aimaient beaucoup ce que je faisais et qui m'ont vachement encouragé, tu vois. J'ai eu de la chance pour ça. Et tu t'es mis au départ, t'avais un rythme, je te dis je vais publier quotidiennement. Tous les jours. Dès le début, tous les jours. Tous les jours. 7 jours, dès le début. Premier post, 7 jours, tout le temps, 7 jours sur 7. Ça fait 2 ans que tu publies 7 jours sur 7. Non. Ah, donc là je publie moins, tu vois, là j'ai vu tu publies quasiment 5-6 fois par semaine quand même. Oui, mais j'ai plus ce truc dans ma tête 7 jours sur 7, parce qu'en fait au début j'avais vraiment, je sais pas pourquoi, c'était comme je sais pas, un toc, je sais pas comment expliquer, mais je me disais mais oui, alors aujourd'hui je vais dessiner, enfin c'était très je me posais même pas de questions, je disais aujourd'hui je dessine un dessin, puis le lendemain ça sera un autre, et puis ainsi de suite, tu vois. Et puis en fait ça a duré très longtemps, j'ai
dessiné tous les jours pendant je sais pas, plus d'1 an, je pense, tu vois. C'était toujours du jour pour le lendemain? Enfin, c'était toujours le jour même, je veux dire, pardon? Ouais. Ok. Et même aujourd'hui, souvent je dessine pour le jour même. Enfin, j'ai pas un stock de dessins. Et t'avais la même organisation à cette époque-là que maintenant, tu dirais, dans tes journées? Parce que j'ai lu dans une de tes interviews, très rare, que tu dessines le matin plutôt. Ah, c'est vrai. Ça a un peu changé d'ailleurs. Enfin, maintenant non, ça a beaucoup changé parce que maintenant avant c'était pas professionnel, maintenant c'est beaucoup plus professionnel, c'est-à-dire que maintenant j'ai un agent et que en fait mes journées ne se résument pas à aller à être nanny et à faire des petits dessins. Maintenant j'ai des vrais boulots à côté aussi, tu vois. J'ai des boulots avec d'autres clients. Donc en fait maintenant c'est plus devenu mon passe-temps et en fait c'est le truc que je préfère faire, en fait, c'est faire mes petits dessins et les publier. Et en fait mes journées du coup sont très différentes que quand j'étais à Londres, tu vois. Tu veux dire que tu as un peu gardé les petits dessins comme un hobby, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu gagnes ta vie avec du travail que tu fais pour des clients. Ouais, c'est ça, exactement. Après c'est un truc qui se répond, c'est comme un, je sais pas comment. Ouais, un cercle vertueux, c'est-à-dire que du coup je publie mes dessins et j'adore, c'est comme des petits bonbons pour moi, j'adore faire des petits dessins, des petites histoires etc. Et en fait c'est un cercle vertueux parce que du coup il y a des gens du coup les gens me suivent, les gens connaissent mon travail, du coup me proposent du travail grâce au fait que je publie et que je suis visible. Et aussi j'ai mon e-shop, tu vois, je vends sur mon e-shop. Ça tu l'as mis en place très vite, non? Ouais, au bout de 1 an et quelques, je pense. Ouais, quand même. Ouais. Ça a mis combien de temps, tu dirais, est-ce que les gens te remarquent ou fassent attention à ton travail sur Internet? Je sais que c'est quelque chose de graduel et de progressif, mais à quel moment tu t'es dit, t'as commencé à te dire, là, il y a quand même vraiment une réponse, quoi. Franchement, ça a été rapide. Je pense, au bout de, comme je publie vraiment énormément, déjà, c'est sûr que c'est plus rapide quand tu publies beaucoup de choses, de contenu, mais c'est au bout de 3 mois, je dirais. Au bout de 3 mois, je pense que j'ai un agent qui m'a contacté. Donc là, ça a pris 3-4 mois. J'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup de mémoire de temps. Je sais pas. Je me rappelle jamais des mois et tout ça. Tout est un peu embrouillé dans ma tête. Mais on va dire qu'au bout de 3-4 mois, et du coup, ça a pris un autre tournant à ce moment-là. Et puis après, il y a eu de plus en plus de gens qui ont commencé à connaître mon travail. Donc voilà. Tu penses que pour quelqu'un qui voudrait faire du dessin ou qui se lance quotidiennement, c'est le rythme qu'il faut essayer d'avoir? Publier, partager son travail quotidiennement? Mais après, moi je dirais pas qu'est-ce qu'il faut faire, parce que déjà, en fait, ça correspond. En fait, ce format me correspond parfaitement. C'est-à-dire que je dessine beaucoup, je dessine assez vite et mon trait est assez simple. Par exemple, je dessine à la tablette directement. Donc, par exemple, il y a plein d'artistes qui font des choses magnifiques, qui font des choses au crayon de couleur ou à la peinture, qui prennent beaucoup plus de temps. Donc, en fait, on va pas leur demander de publier quotidiennement, ça serait bizarre, ça serait pas cohérent, en fait. Mais en tout cas, moi, ça me correspond complètement. Mais en fait, juste le fait de publier quotidiennement ou pas, mais juste publier, partager ce que tu fais, parce qu'il y a pas de secret, en fait. C'est ça. J'ai eu un déclic à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, il y a pas de secret. Si tu montres pas ce que tu fais, il se passe rien pour toi. C'est comme si tu faisais des choses magnifiques, t'es dans un trou. Enfin, il va rien se passer pour toi parce que personne va pouvoir voir ce que tu fais, tu vois. Et t'as eu, tu sais, finalement, tu dis que t'avais un peu peur de partager au départ parce que t'avais peur que ce soit pas bien, et ça, comment ça c'est parti immédiatement une fois que t'as commencé à partager? En fait, ça a été, c'est pas parti tout de suite, mais ça a été tellement, en fait, ça a été comblé par tout le plaisir que je prenais à partager, en fait. Du coup, j'avais tellement de plaisir à dessiner, à partager, que du coup, sans m'en rendre compte, j'ai gagné en confiance, tu vois. Mais petit à petit, en fait, c'est à force de, tu vois, genre à force de le faire, à force d'aimer le faire, et voilà. Mais je pense que ça a mis. Maintenant, je me sens à l'aise, mais même aujourd'hui, parfois, je me sens pas forcément à l'aise avec mes dessins. Enfin, je suis pas, tu vois. Parfois, je me dis c'est peut-être moche, tu vois. Comment tu fais pour savoir si c'est bien ou pas bien? Si tu le sais toi, ou tu demandes à des gens, ou? Je suis beaucoup conseillée par ma sœur Lorraine. Et souvent, en fait, pour être sûre, parfois, je suis 100% sûre, donc je demande à personne avant de le partager. Mais il y a des moments où je doute, et quand je doute, je demande à ma sœur. Voilà. Et puis elle a, c'est l'avis, c'est un peu
je sais pas, c'est un peu la vie. C'est ton consigliéré un peu. Ouais, je sais pas, tu sais, c'est un peu c'est un peu la parole de Dieu, quoi. Tu vois, dès qu'elle va me dire un truc, c'est ah oui, c'est vrai, Lorraine l'a dit. Et t'as pas peur parce que comme t'as un style assez reconnaissable, est-ce que t'arrives à publier des choses, t'arrives à tenter des trucs nouveaux sans avoir peur? Ah bah ça, c'est un truc qu'il faut faire attention, parce qu'en fait, je me suis rendu compte moi-même que je m'auto-répétais parfois, tu vois, dans certains dessins. Et en fait, c'est aussi un truc de confort. Il faut aussi apprendre à comment expliquer, à faire des choses un peu plus dangereuses, quoi. Parce que c'est facile, parce que tu dis ah tiens, je sais que les gens aiment, je sais que ça plaît, et par exemple, tu sais, je fais des dessins, je sais que cette couleur ça va plaire, etc. Parce que bah j'ai de l'expérience en fait, vu tout ce que je partage. Mais en fait, il faut pas rentrer là-dedans. Tu vois, il faut bien sûr prendre en compte, mais il faut aussi se mettre en danger, en fait. C'est quoi pour toi se mettre en danger? Enfin, comment tu te mets en danger, toi, par exemple? Je me mets en danger. J'essaye des nouvelles compositions complètement différentes. Je vais essayer des couleurs qui changent. Je vais essayer des personnages, des proportions de personnages différentes, des choses vraiment, des thèmes, des thématiques. Enfin après, la thématique reste toujours un peu la même. Mais... C'est souvent centré autour de l'amour et des choses comme ça, non? C'est ça, l'amour, la femme. Pourquoi? Non mais enfin la femme, je crois que il m'a semblé lire que tu aimais bien juste dessiner les femmes depuis un peu naturellement, quoi. Mais en fait, j'aime bien ça me vient très naturellement la courbe, tu vois. Juste le fait qu'une femme c'est beaucoup plus rond, et l'amour parce que c'est depuis toute petite, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus, et naturellement je dessine l'amour, voilà. Quand je dis ça qui t'intéresse le plus, c'est genre et comme tout le monde, non? Je sais pas. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Centre de plein de, tu vois, même d'œuvres artistiques, tu vois, dans chaque film, dans chaque livre. Ouais, même les chansons, c'est quasiment que des chansons d'amour. Exactement. Ça t'est déjà arrivé de justement te mettre en danger, tester un nouveau truc et que ça prenne pas, et de te dire oh là là, j'aurais pas dû, ou Vas-y, attends, je réfléchis. J'essaie de réfléchir. Je suis désolée, mais je vois pas trop. Enfin là. Non, mais ça peut-être que. Peut-être. Enfin, certaines collabs en fait. En fait, ce qui marcherait, enfin, ce qui parle le moins, c'est souvent quand je collabore avec des marques. Du coup, en fait, c'est plus se briefer. Donc en fait, je vais faire des dessins peut-être qui me ressemblent moins. Mais en fait, sinon, enfin, dès que ça me ressemble un peu et que je fais vraiment des choses vraiment librement, ça a jamais foiré. Tu dirais que tu progresses au niveau de choisir justement des projets qui te ressemblent quand tu travailles avec des gens? Ou est-ce que parfois ça t'arrive de faire des erreurs, justement, de te tromper et de te dire oh là là, j'aurais pas dû faire ça? Ça m'arrive de faire des erreurs. Ça m'arrive encore de faire des erreurs, mais je progresse. Et en plus aussi le fait que j'ai des propositions comment dire, plus intéressantes aussi, tu vois. Donc en fait, j'ai le choix, j'ai plus de choix qu'avant, parce que je peux te dire quand tu commences, t'as besoin de payer ton loyer, du coup tu vas faire des choses qui vont pas te correspondre, mais maintenant je peux me permettre de choisir vraiment, tu vois. Donc mais même si quand tu as le choix, parfois tu te trompes, hein. Et tu penses que quand tu commences justement et que il faut tout accepter, ou que non, mais c'est une vraie question, parce que tu dis quand tu commences, t'as besoin de payer ton loyer, et en même temps j'ai l'impression que si tu acceptes des choses qui te ressemblent pas pour payer ton loyer, tu risques très très fort d'entrer dans un genre de, parce que toi si tu prends que des choses qui te ressemblent, tu finis par avoir une marque très forte. Et les gens viennent te chercher pour cette marque parce qu'elle est hyper forte. Si tu compromets cette marque avec des choses qui te ressemblent pas, finalement, ce qui était très fort devient flou. Et les gens vont peut-être pas venir te voir, puisqu'ils vont dire ouais, mais il fait un peu de tout, des trucs pas ouf, des trucs tu vois. Moi, j'ai un truc à dire là-dessus. C'est que il faut vraiment, parce que moi j'ai pas accepté, justement, moi j'acceptais pas les trucs nuls, quoi. Enfin, du coup j'étais souvent dans la merde quand j'ai commencé. J'avais pas d'argent du tout, j'étais dans la merde en fait. Je me concentrais complètement, en fait j'étais vachement concentrée sur mon style, rester libre, ne pas faire et en fait le conseil c'est vraiment de croire en ça, en fait. Parce qu'il y a un moment, en fait, il va avoir un moment, ça va être difficile. Quand tu commences dans tout, c'est difficile. Et si tu persévères, plutôt que de te perdre justement à te compromettre avec des clients qui vont te demander de faire des trucs moches, tu vois, il faut mieux persévérer, en fait. Et c'est là que ça marche. Et c'est pour ça, quand tu dis ça, oui, t'as complètement raison, en fait. Il faut vraiment, et ça marche comme ça. Souvent, par exemple, tu vois, il y a des gens qui disent ah oui, mais attends, là, souvent, voilà, ça c'est typique des jeunes d'aujourd'hui.
Alors les jeunes d'aujourd'hui, c'est la fille qui a 25 ans. Et du coup. Bon, les jeunes d'aujourd'hui, dis-nous alors. Ça c'est horrible de dire, ça c'est aussi interdit. Ça ouais, c'est interdit ou pas? Ouais. Ah non, mais non, il y a rien d'interdit. Non, tu peux tout dire sur ce podcast. Sauf digital et. Non, mais là, la digital, maintenant tu vas dire ubérisation de la société. C'est horrible. Et putain, j'ai oublié ce que je disais. Non, tu allais dire ce qui est important, la typique des jeunes. Donc ouais, typique des jeunes d'aujourd'hui, la phrase de vieille conne, c'est que en gros, ils disent ah oui, parce qu'en fait, on est dans une société où il y a pas beaucoup de boulot, on a peur en fait, on est vachement peureux. Tu vois, on a besoin de confort en fait. Tous les jeunes veulent du confort, veulent gagner leur vie, veulent être sûrs parce que rien n'est vraiment sûr. C'est difficile d'avoir de l'argent, d'avoir un métier, un CDI, etc. Et du coup, en fait, ce que disent la plupart des gens qui m'entourent, de mes amis, c'est ah tiens, de toute façon, oui, j'ai un truc, c'est une passion, mais je vais me mettre dans ce métier, je vais économiser, t'inquiète, je vais pas rester très longtemps, c'est juste et en fait, ils se mettent dans un truc qui leur correspond pas du tout, et en fait, ils vont rester des années. Tu vois, enfin, il y a des gens que ça fait genre 3 ans et en fait ils se perdent là-dedans parce qu'en fait ils ont aucun moment pour eux et après c'est sûr il faut trouver un équilibre parce que il faut quand même rester dans tu vois une réalité, il faut avoir de l'argent. Manger quoi. Mais imaginons que tu as le confort de vivre chez tes parents et voilà, genre va chez tes parents, et il faut profite de ça, profite de ce qui se passe parce on n'a pas tous la chance de pouvoir vivre chez ses parents et profiter de pas payer le loyer, mais je pense qu'il faut plutôt se concentrer sur vraiment les choses qui te passionnent plutôt que de s'enfermer dans un métier et de pas y sortir, tu vois. Ouais, ça veut dire aussi renoncer ou sacrifier parfois au départ, je pense des objectifs de confort que t'as envie de gagner assez d'argent pour pouvoir un peu faire la fête ou manger au resto, ce genre de machin. Et parce que en fait, je pense que tu sais souvent tu veux pas te lancer dans ta vocation créative, disons, quand t'es pas sûr de vouloir le faire à fond parce que tu te dis je vais pas y arriver quoi, je vais pas pouvoir vivre. Mais je pense quand même après quelques années à tenter différents trucs que en fait si vivre c'est pas quand t'es jeune, disons, quand t'as pas une famille, etc. Je peux parler pour tout le monde. Hein, c'est pas non plus si compliqué que ça parce que en fait t'as besoin d'assez peu finalement pour vivre juste tu vois, pour survivre disons le temps de faire ton truc à fond et que ça finisse par donner quelque chose parce que ça va pas prendre 10 ans tu vois non plus quoi. Si tu fais ton truc à fond, au bout dois pouvoir commencer à trouver des opportunités et au moins t'essayes vraiment quoi, tu vois. Il faut au moins essayer quoi, t'essayes à fond quoi, parce que c'est pas en allant à un boulot qui te plaît pas et qui t'épuise un peu, tu vois. C'est épuisant quand t'es dans un truc et c'est des horaires de robots comme ça, 8h 19h, et c'est sûr que c'est pas bon, c'est pas du tout bon pour et puis en plus tu trouves aussi des excuses. Je trouve qu'aussi ça fait partie de tout ce gros truc qu'on peut toutes ces excuses qu'on peut se trouver. Ah oui, mais tu vois là, moi j'ai pas le temps, je fais ci, je fais ça. Bah oui, mais c'est des excuses en fait. Si t'as vraiment envie, tu tentes quoi. Qu'est-ce qui fait que toi, justement, t'as compris ça, tu penses ou que tu te dis ça? Bah, je pense que c'est parce que je vais te dire pourquoi je te dis ça. Parce que je disais un truc à peu près similaire à une pote il y a quelques jours. Mais je le disais même pas pour elle, hein, je disais juste bah voilà, si machin, je sais plus de qui on parlait, si machin veut faire ça dans la vie, bah il a qu'à faire ça quoi. Et parfois je dis des choses un peu comme ça, tu sais, brutalement, pas très diplomate. Et elle me disait non mais c'est pas vrai, tout le monde n'a pas forcément les moyens de le faire ou la confiance en soi. Et je disais bah oui, ok, mais ça se travaille, tu vois. Genre faut que si tu commences pas, c'est sûr que tu vas jamais l'avoir, tu vois. Mais c'est comme la discipline. Par exemple, je sais que quand j'ai commencé à essayer de travailler dans la vie, de travailler sur mes trucs, je me trouvais genre j'arrivais pas à rester concentré plus d'une demi-heure, j'arrivais pas à travailler quoi. Et maintenant je me vois mais je suis bien plus discipliné, je suis bien meilleur à me concentrer ou à dire non à des choses, à vraiment savoir ce qui est important, etc. Et donc moi j'aurais tendance à dire que c'est graduel, que c'est un process qu'il faut enclencher à un moment, tu vois. Sûr. Donc voilà pourquoi je te posais la question, pourquoi tu penses que toi t'en es arrivé là ou... mais je pense que le plus dur c'est le moment où tu commences, tu vois. Souvent tu vas avoir des gros projets à faire, je sais pas si ça te fait ça à toi, des trucs et en fait le plus dur c'est le moment où tu vas, c'est pas de le faire le plus dur, c'est le moment où tu vas avoir la motivation de le commencer en fait, c'est ça le plus dur. Moi souvent j'ai des gros projets et en fait je me dis attends, je me fais toute une montagne, je fais non mais attends, c'est dur, je vais pas y arriver dans ma tête, enfin ça dure pas longtemps, mais et puis en fait tu t'y mets et tu te dis en fait c'est facile, il faut juste que le plus dur c'est vraiment de le faire. T'as trouvé des techniques pour t'y mettre maintenant?
Technique, bah c'est le travail. Plus tu le fais, plus tu le fais, plus tu le fais, et plus tu le fais facilement, et ainsi de suite. Vraiment, c'est ça. Et c'est quoi du coup ton mode de vie maintenant Enfin, comment tu répartis ton temps en fait? Bah je me lève tous les matins assez tôt. Quelle heure? Entre 7h et 8h, je pense. Et du coup, je commence mon rituel comme tout le monde. Je prends un petit déjeuner. non, mais tout le monde n'a pas le même rituel pour le coup. C'est vrai. Bah non, ouais. mais mon rituel, mon rituel est assez discipliné. Hein. C'est ça, ouais. J'ai un carnet. En fait, j'ai un petit carnet un peu secrétaire où je note exactement tout ce que je dois faire. Je suis très organisée en fait parce que en fait j'ai tendance à un peu être dans la lune. Je suis un peu lunaire, un peu toute la vie et tu vois, genre je me retrouve dans un autre monde tout d'un coup. Du coup en fait je suis un peu obligée de me mettre des listes et d'être un peu rude, tu vois, parce que sinon bah je me laisserais un peu aller dans mes rêves. Et du coup tous les matins je me réveille assez tôt, je commence toujours par en fait comment dire, un peu faire le ménage. Je réponds à tous mes mails, je vois un peu ce que j'ai vraiment concrètement à faire. Ça c'est le premier truc que tu fais. Ouais. Ah, d'accord, intéressant. Non, c'est trop intéressant. Bah il y a plein de gens qui vont par exemple dire ça je le fais l'après-midi mais le matin comme ça je suis créatif ou. Ouais, mais après, attends, j'essaie de réfléchir, est-ce que ça dépend? Non, en fait, je commence souvent par mes mails. En fait, je commence souvent par balayer un peu. Même chez moi, souvent, le matin, je fais le ménage, tu vois. Je range. En fait, le matin, même avant de travailler, je vais faire un petit ménage, tu vois. Pourquoi, en fait? Parce que ça me permet de m'ordonner dans ma tête, tu vois. J'aime bien faire un peu le ménage le matin pour être plus, parce que si c'est rangé chez moi, ça va être, je vais travailler plus vite. Je vais avoir l'esprit beaucoup plus clair, tu vois. Parce que sinon, t'as des choses dans ta tête, tu te dis, faut que je range, par exemple. non, mais c'est ça. Est-ce que sinon, tu te dis, faut que je range, faut que je bouge ce truc c'est ça. Non, mais là, c'est premier degré, ça serait ça. Mais après, il y a tout ce qui, derrière tout ça, et tu vois, tu as plus d'espace en fait. Quand c'est rangé, t'as plus d'espace dans ta tête, tu vois, vraiment. Et du coup, je range mon appartement. Voilà. En fait, vraiment, si je devrais être honnête, je range vraiment presque tous les matins. Je fais un petit ménage, quoi. Parce que j'ai besoin, genre, presque tous les matins, je vais passer l'aspirateur. Parce que j'aime bien quand il y a de la place, quoi, et je peux travailler. Voilà. Et après, direct, tu commences à travailler sur tes trucs. Tu fais quoi, en fait? Et ben, là, du coup, la première chose que je fais, c'est répondre à tous mes mails. Ensuite, c'est soit je fais ma petite liste secrétaire, le soir, avant de dormir. Mais je le fais souvent le matin, en fait. Après avoir fait mes mails. Ou avant avoir fait mes mails. Je fais ma petite liste secrétaire. C'est pareil, c'est pour ordonner, en fait, non? Ouais, c'est ça. Et en fait, et après m'avoir mail, par contre, je commence toujours par le truc qui me fait le plus plaisir, tu vois, dans ma liste, juste après avoir fait mes mails. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, ça va être le moment où je vais avoir le plus d'énergie, en fait. Tu vois, je vais avoir beaucoup d'énergie à ce moment-là, et du coup, je vais vouloir la mettre dans le truc qui me fait le plus plaisir, tu vois. Mais est-ce que le truc qui te fait le plus plaisir, c'est souvent le plus important ou pas du tout? Ah non, non, pas du tout. Et du coup, il y a pas un risque que genre t'arrives pas à avoir la motive de faire le plus important? Ouais. Ouais, il faut trouver l'équilibre, mais du coup, comme je mets beaucoup d'énergie dans ce qui me fait le plus plaisir parce que c'est plus naturel, parfois c'est vrai que ça empiète un peu sur le reste. Et en fait, ce qui me fait le plus plaisir, c'est me faire mes petits dessins et mes petits trucs librement. Après, ensuite, les clients, bien sûr, je choisis des sujets des projets que j'aime, tu vois. Donc en fait, ça me fait aussi plaisir, mais voilà. Non, puis du coup, ça veut dire que logiquement, si tu fais le plus possible les trucs qui te font plaisir, ça veut dire que tes journées qui sont quand même assez plaisantes. Ah oui, mais bien sûr. Mais en fait, tout me fait plaisir, vraiment. En fait, tout me fait plaisir parce que là, j'ai atteint un stade où j'accepte que les choses qui me font plaisir. Donc en fait, ma vie professionnelle est plaisante et très épanouissante, tu vois. Tu dessines autant qu'au moment où tu as commencé à publier tous les jours? Je dessine plus. Tu dessines plus? Tu dessines combien de temps par jour environ? Beaucoup d'heures. Je les calcule pas, hein, mais franchement, je dirais en moyenne, parce que tu vois, il y a tout le moment où tu vas dessiner et après il y a le moment où tu vas, par exemple, écrire un mail ou modifier le fichier. Donc en fait, effectivement, je pense que je travaille peut-être, je dessine peut-être 4 heures par jour, tu vois. Je dirais ça éparpillé dans la journée. Et puis sinon le reste, je le passe à je sais pas, ça peut être changer de fichier, écrire le mail, organiser, tu vois, tout ça. Mais du coup, si tu te lèves super tôt tous les matins, ça veut dire que tu peux pas sortir? Ou est-ce que tu peux sortir? Je te pose cette question parce que moi, j'essaye du coup de me lever tôt, tu vois, en ce moment. Ouais.
mais j'ai trop besoin de dormir. Et du coup, je peux plus. En fait, soit j'accepte parce qu'à Paris, t'as tout le temps des trucs à faire le soir. Donc, soit j'accepte de faire des trucs le soir et de voir des gens et du coup, impossible de me lever. Mais vraiment, je me réveille à midi. Soit je me dis arrête de déconner, il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses des choses dans ta vie. Mais du coup, je peux pas sortir parce que sinon, je me lève pas. Ou alors, je suis vraiment trop fatigué. Et après, je peux plus rien faire. Tu sais, je passe ma journée. À regarder des trucs sur internet, à aller voir sur YouTube et tout, tu vois. Après, est-ce que moi j'ai de la chance de très bien dormir. Ouais. Donc je pense que ça change beaucoup. Je pense que je peux dormir peu d'heures et comme je dors comme un caillou, du coup je me réveille souvent en forme, tu vois. Ah ouais, tu te réveilles, tu te réveilles toute seule ou tu t'as un réveil? Les questions sont vraiment, tu sais, je creuse jusqu'au bout, mais ça m'intéresse. Je me réveille seule, jamais de réveil, jamais. Je me réveille toujours. Donc t'es vraiment réglé comme une horloge, quoi. Mais non, mais même c'est juste que je vois pas pourquoi si j'ai la chance de travailler chez moi, je mettrais un réveil, tu vois, parce que c'est le luxe de se réveiller quand tu te réveilles, tu vois, c'est quand même génial. Plus personne ne se rend compte, même il y a des gens qui mettent des réveils le week-end, tu vois, parce que c'est à ce moment-là que je pense que c'est en mettant pas de réveil justement que tu vas réussir vraiment à te réveiller plus tôt. Enfin, c'est pas en te mettant un réveil qui sonne et en fait, c'est un peu le truc où tu te dis, ça sonne et t'as pas envie de te réveiller parce qu'en fait, moi, il y a des moments où il y a des réveils, tu vois. Et en fait, quand il y a des réveils, c'est justement quand il y a un réveil, t'as pas envie de te réveiller parce qu'il y a un réveil. Donc en fait, c'est une obligation de te réveiller. Alors que quand il y en a pas, tu te réveilles quand tu veux, en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu prends plus de plaisir au réveil, tu vois. Et c'est quoi les choses sur lesquelles tu trouves que t'as encore des difficultés ou que tu t'es pas encore aussi forte que t'aimerais ou s'il y en a, s'il y en a. Il y en a pas. Non, mais si, bien sûr que si, on a. Dans le domaine du travail. Ouais, ou même de la vie. Je sais pas. Parfois, j'aimerais plus, tu sais, parce que j'ai tendance à être un peu dans. Tu sais, genre, il y a des moments comme ça, tu sais, il y a des périodes. Je sais pas si t'arrives d'avoir des périodes où t'as un caractère un peu différent. Et en fait, j'ai ce penchant. Et je sais que mon penchant, un peu être dans une bulle, tu vois, un peu dans la lune, tu vois. Et je pense que si je devrais améliorer ça, c'est peut-être être plus un peu sur les pieds sur terre et être moins dans les rêves, tu vois. Ça veut dire quoi? Je sais pas, c'est genre, ça veut rien dire en fait. Non, mais je sais pas comment expliquer, mais tu sais, il y a des moments, en fait, c'est juste que ça m'énerve parce que tu vois, par exemple, quand t'es dans la lune, parfois tu vas avoir des rendez-vous et tu vas être un peu ailleurs, tu vois. Ah, pendant les rendez-vous, t'écoutes pas, tu veux dire? Non, j'écoute à moitié, tu vois, et du coup, en fait, je pense que, c'est pas vraiment, en tout cas, amélioré, c'est de la merde, en fait. Ouais, c'est genre, ah oui, en fait, je suis un peu trop parfaite. Je suis perfectionniste. Ouais, c'est ça, c'est pas, en entretien. C'est pas le pire truc de pas écouter dans des rendez-vous relous, non? Ouais, bon, ok, vas-y, j'essaie de trouver autre chose. D'ailleurs, en plus, ça peut être une qualité. En fait, c'est une qualité aussi d'être un peu ailleurs, tu vois. Bah, c'est un peu lié à la créativité, non? Ouais. Bon, je sais pas, mais en tout cas, ça permet d'être, tu vois, de se sentir bien aussi, tu vois. Je sais pas. Et non, attends, j'ai réfléchi. Vas-y, donne-moi une idée de choses que je pourrais pas bien faire. Moi, je te donne un exemple personnel. Vas-y, c'est moi, je trouve que j'arrive toujours pas à rester assez concentré, tu vois. C'est-à-dire que je vais commencer à faire un truc, mettons, je fais de la musique, et au bout de 3/4 d'heure, mon attention déconne. Je commence à penser à d'autres trucs et tout. Donc là, je me dis bon, ok, je me lève, je fais des trucs et tout. Et je trouve que c'est pas incroyable comme, tu vois, il y a des types qui sont vraiment focus, tu vois. Ouais. Tu les vois et tu te dis mais putain, le mec pendant 3 heures, il est à fond dedans et genre il se réveille 3 heures après. Et moi, il y a des activités qui me font ça, où je me réveille un certain temps après, mais c'est trop court, je trouve, tu vois. C'est genre 45 minutes. Et après, je suis là. Et du coup, c'est difficile parce qu'à chaque fois, je dois refaire la démarche de m'y remettre. Tu vois ce que je veux dire? Qui est le truc le plus difficile, finalement. Exactement. Parce que, une fois que je suis dedans, j'adore, mais c'est trop court, quoi. J'aimerais bien que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment faire pour l'instant. Mais après, c'est comme tu disais, je pense que plus tu t'exerces, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Ouais, mais j'en suis quand même à un stade où je mets mon téléphone dans une boîte avec un minuteur. Ouais, je te jure, hein. Je suis taré, hein. Et j'ai des sites j'ai une application qui bloque tous les sites sur mon ordi. Vraiment, je peux rien faire, quoi. Tu vois, et je trouve quand même un truc à faire. Tu fais quoi, du coup? Je me lève. Tu sais, genre, je fais la vaisselle. Mais après, je pense que c'est utile aussi. Ça permet de traiter un peu les idées, etc. Tu vois, mais du coup, ce qui me dérange, c'est que je dois refaire l'effort de m'y remettre. Ouais. Et je trouve que j'ai l'impression de perdre
du temps, ou de l'efficacité, ou tu vois. Après, je pense que tu sais, il y a pas de bonne manière de travailler, tu vois. Genre, même si c'est difficile de s'y remettre, imagine que ça soit chacun est différent. Donc, imagine toi, c'est un peu ton maximum. Imagine t'as des genre. Non, mais parce qu'en fait, c'est vraiment, moi, j'ai toujours eu ce truc où j'arrive pas à rester concentré. Genre en cours. Vraiment, littéralement, au bout de 15 minutes, je pense à autre chose. Je suis là complètement à l'ouest. Mon institutrice, elle m'appelait Antonin de la Lune quand j'étais petit. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est trop chou, ça. Ouais, j'adore. C'est mignon, ouais. Franchement, c'est mignon, ça va. Moi, j'aurais pris comme un compliment. Ouais, à l'époque, c'était moins, tu sais, c'est pas très badass, quoi, si tu veux Antonin de la Lune, donc, mais bon. Maintenant, je le prends mieux. Ouais, donc, pardon, je t'ai coupé. Non, mais je disais que je pense que si tu le vois vraiment comme un inconvénient et que t'arrives pas vraiment à faire ce que tu dois faire, ça, il faut essayer de le changer ou de s'améliorer, mais en même temps, il y a pas de bonne technique, comme tu dis. Parfois, tu vas être concentré 45 minutes, après tu vas penser à autre chose, mais le fait que tu aies pensé à autre chose va pouvoir te permettre en fait, tu peux pas, le cerveau humain se nourrit d'autres, tu vois, tu vas faire une activité, mais cette activité va se nourrir d'autres choses aussi, tu vois. Enfin, je pense que c'est pas forcément négatif d'être déconcentré, tu vois. Tu gardes des moments, toi, pour rien faire ou pour t'ennuyer ou pour faire des trucs comme ça? Parce que tu sais, on vient un peu dans une période où genre quand tu fais rien, t'as l'impression qu'il faut toujours être productif. Et moi en ce moment j'ai l'impression qu'il faut que j'arrive à créer des zones où je m'ennuie un peu, où je fais rien, où tu sais, où par exemple où je vais jouer. La dernière fois j'étais avec une pote, on allait dans un bar et il y avait une table de ping-pong et on a joué au ping-pong et c'était trop bien. Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué au ping-pong et j'avais l'impression que ça, tu sais, je sais pas, comme si ça m'avait redonné une énergie un peu, tu vois. Tu t'arrives, enfin est-ce que tu fais déjà, est-ce que t'as ces moments là? Ouais, je les ai. Mais en fait, je pense que j'ai la qualité de quand, par exemple, je suis avec souvent, quand je suis pas dans la lune du coup, mais bon, ça m'arrive, hein. Mais souvent, quand je vois mes amis ou quand je fais des activités qui n'ont rien à voir avec, j'arrive à complètement déconnecter. En fait, j'arrive vraiment à être dans le moment et à plus penser à rien et à justement à me laisser cette pause mentale de tout le travail, de toutes les choses à faire et peut-être d'être vraiment dans le moment, quoi. Et je pense donc ça, c'est quelque chose de naturel chez toi. Ouais, c'est assez naturel. C'est cool. Salut. C'est Agathe. Bon, écoute, franchement, ça fait longtemps qu'on parle là, non? Ouais, ça fait combien de temps? 1h. Ah oui, 1h21, putain. 1h21? Aïe. Non, mais je sais plus sur quoi je pouvais finir, mais par exemple. T'as une question de fin? Non, t'as vu, j'ai pas de question en fait. En fait, je te l'avoue maintenant, je suis dans une période où j'essaye de faire des interviews sans les préparer pour voir si justement, parce qu'en fait, tu viens de parler d'être dans le moment, et quand je prépare et que j'ai des trucs, je suis moins dans le moment. Je suis plus à me dire, alors attends, faut aussi qu'on parle de ça. Il faut aussi qu'on parle de ça, et si je fais pas parler de ça, j'ai raté mon interview. Et finalement, tu vois, là, c'est quand même assez naturel. Carrément. Enfin, j'espère. Non, c'est un enfer. Je sais pas. Et non, en fait, où est-ce que tu veux, est-ce que tu penses justement à une destination, à un endroit où tu vas avec ton dessin, ou est-ce que tu as un projet de faire un truc, ou est-ce que tu vois ça justement plus au jour le jour? Ce qui m'a semblé lire encore une fois dans une de tes rares interviews que tu te voyais monter un truc avec ta sœur à un moment. Ouais, je pense que ça reste encore un peu flou et je pense que là j'ai atteint un moment que je voulais en fait. Si à 10 ans je pensais à un truc et que je savais que j'allais avoir cette vie professionnelle, j'aurais été contente, tu vois. Et du coup, en fait, je pense que les projets, ça serait peut-être faire des choses concrètes comme des livres, des BD, tu vois, quelque chose parce que ça, je viens de là, tu vois, je viens de la BD, tu vois. Des objets, tu veux dire? Ouais, quelque chose peut-être un peu matériel, un livre, tu vois, c'est quand même, ça fait rêver, quoi. Tu vois. J'ai vu que tu avais rencontré Riyad Satouf. Ouais, carrément, oui, là, c'était une de tes grosses inspirations. Ouais, ah oui, c'est celui qui m'a le plus inspiré, je pense. C'est l'artiste qui m'a le plus inspiré. Riyad Satouf, si tu nous écoutes, tu viens sur Nouvelle École. Mais oui, Riyad Satouf, viens. Je t'invite personnellement. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Agathe. Merci à toi. D'être venue sur Nouvelle École, c'était trop cool. En plus, on a fait cette interview au soleil, ce que les gens ne savent peut-être pas. Ouais, il faut le préciser. Voilà, on précise, dans un parc. Ouais. Où est-ce que les auditeurs, où est-ce qu'on les envoie pour virtuellement? Virtuellement, directement sur mon site, mon Instagram. C'est là où je publie le plus. Agathe Sorlet. Agathe Sorlet. Et il y a le lien vers ton shop dessus. Ouais, c'est ça. Si vous voulez voler des petits posters. Top. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté
Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_Nouvelle École. Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/Nouvelle École Podcast et les dons commencent à 2 € à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.